On revient pour la suite et la fin avec nos invités Samir Orosama, lui Kamako et Joa Komi Talaki. On reste toujours à Bamako. Au Mali, les sujets sur le Mali sont toujours passionnants. On parlait de Appel de Genève, qui est une ONG suisse interdite au Mali. Samir Orosama voulait glisser quelque chose. Moi, je voulais juste apporter quelques petits éléments. Le premier, c'est que le fait que l'ONG Appel de Suisse travaille avec cette coordination des mouvements de la Zawad se base sur l'accord de paix signé par les autorités maliennes avec cette coalition de forces qui sont devenues des ex-rebelles. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, quand la junte est arrivée au pouvoir, les relations entre ces ex-rebelles et la junte a continuellement, s'est continuellement détérioré. Mais les gens, vous ne prenez pas des mesures pour peut-être rompre l'accord que vous avez signé avec eux. Ça veut dire que en réalité, vous êtes des collaborateurs. Donc, c'est sur cette base-là que l'ONG travaille avec cette force-là, ces ex-rebelles-là, pour essayer de protéger davantage les populations civiles qui sont sur le terrain, notamment au nord du Mali. Deuxième volet. Il dit que les autorités maliennes ont des services de renseignement, des informations crédibles et fortes qui leur permettent d'interdire une activité d'ONG. C'est plus simple. S'ils ont véritablement des capacités de renseignement, je pense qu'ils devraient mettre cela en œuvre pour qu'on n'ait plus des attaques. Vous savez que la dernière fois, on a assisté au décès de deux policiers des casques bleus. Donc c'est vraiment... Les attaques sont devenues récurrentes au nord Mali, de telle sorte que on se demande si véritablement la junte est venue au pouvoir pour protéger les civils ou ils sont venus pour protéger leurs intérêts. Parce que la sécurité s'est détériorée graduellement. Et c'est l'Organisation des Nations Unies qui le dit, que depuis que la junte est venue au pouvoir, la sécurité au nord du Mali s'est détérioré graduellement. Les gens disent que ce sont des rapports biaisés parlant justement de l'organisation. Mais ils sont allés à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous les avez vus là-bas, vous ne les avez pas vus. Quand vous êtes contre une organisation, vous quittez l'organisation. Vous la quittez. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrange. À un moment donné, dire que non, le fait que... On sait que l'organisation, tous les services et toutes les organisations sont reconnus comme des organisations qui travaillent sur des éléments factuels. Ils collectent des données auprès de leurs partenaires sur le terrain. C'est sur cette base-là qu'ils produisent les rapports. De deux, moi je voudrais souligner une chose. Chaque État est souverain pour prendre une décision comme quoi on ne veut plus voir cette organisation sur notre territoire et pas. Mais nous aussi, on a un droit d'analyser pour dire que la décision que vous êtes en train de prendre, ça vous protège, vous. Mais et les populations? Est-ce que vous avez pensé aux populations qui sont abandonnées carrément? Comme je l'ai dit, beaucoup de services sociaux n'existent plus au nord Mali. L'État malien a abandonné les populations. Ou bien ces populations se basent souvent sur ces ONG. On a vu les ONG françaises et autres. L'État n'est pas abandonné. Je crois que le problème au Mali, on l'a toujours dit. Ça dit que depuis fort longtemps, Gao, c'est devenu un pays. Ça dit qu'un État, je sais pas. Un État dans un État. Un État dans un État. Et c'est la force française qui a occupé cela. Justement. Et donc, même pour le président de la République d'aller dans cet endroit-là, il faut payer des rançons. Mais à un moment donné, c'est pas le passé. Donc, aujourd'hui, les choses se sont remises. Ou bien les choses sont... en fait, le gouvernement de transition a essayé d'améliorer les choses. Mais les rapports disent le contraire. Mais c'est les rapports. Je te dis que ces rapports ne te fient pas à ces rapports des Nations Unies, ne te fient pas à des rapports d'un occidental. Je te le dis. Ce sont des rapports qui n'ont été jamais, en guillemets, juste équitables. Alors, sauf que les rapports des Nations Unies... Il y a toujours des sentiments qu'on y met. Il y a toujours des sentiments... C'est un rapport universel. Il y a toujours des sentiments qu'on met. Maintenant, dit que la chose n'a pas évolué. Aujourd'hui, je voulais toujours dire que le Mali, il est en train de mener la guerre sur plusieurs fronts. Vous voyez des pays frontaliers qui lui mettent des bâtons dans les roues. Je ne veux pas revenir sur l'affaire des 49 militaires ici aujourd'hui. Il y a cela. C'est-à-dire que le Mali, à un moment donné, a demandé à un pays occidental de se retirer, de quitter son territoire. Et justement, ce métropole-là est en train de s'appuyer sur ses amis frères qui sont tapis dans l'ombre, justement, pour faire blocage
à ce que le gouvernement de transition est en train de faire. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que d'abord, le Mali doit faire face à ces pays frontaliers-là qui ne veulent pas que son projet aboutisse. Et de deux, il doit combattre. Dans ces pays, il doit combattre les terroristes. Doute, parce que vous avez parlé il doit combattre. Je ne saurais citer aucun pays. Lisez juste la Côte d'Ivoire en fait partie. On a vu, le Niger aussi. On a vu les prises de position du président Niger, Mohamed Bazoum, sur la crise malienne. On a vu également les sorties du président Ouattara. On a vu les prises de position du président, même si le président togolais ne parle pas trop. On voit comment son ministre des Affaires étrangères... Voilà, même ce président nigérien. Donc, on a vu ça. Donc, vous-même, lisez entre les lignes et vous, aujourd'hui, vous me direz celui qui est pour ou bien qui est contre le Mali. Vous me le direz. Donc, c'est ce que je disais. Maintenant, au-delà du fait de combattre ces pays frontaliers, le Mali doit maintenant revenir sur son pour justement faire combattre les terroristes. Et c'est la grande bataille. Maintenant, dire que le renseignement n'est pas aussi solide comme on le doit, je l'ai dit, si on arrive à déjouer les attaques, c'est justement parce qu'on a un service de renseignement qui est compétent, qui est efficace, qui fait le boulot. Oui, quand on parle d'attaque, l'attaque, il est programmé, il est planifié. Les terroristes ou bien ceux qui l'ont commandité vont le faire à coup sûr. Donc maintenant, il vous convient justement de les déjouer. C'est à cela qu'il y a la question. Maintenant, dire aujourd'hui que c'est Appel Suisse qui va assurer la protection des Maliens, je le trouve entre guillemets absurde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Malien. Personne n'a dit cela. Il n'a pas dit cela. Personne n'a dit cela. Il dit que Appel Suisse serait au milieu même. Bien sûr, il fait prendre des engagements aux différentes vous savez que la neutralité n'a jamais été protagonistes pour pouvoir protéger les civils. Ce que j'aimerais préciser, peut-être, c'est que après l'échec de la SDN, on sait pourquoi la SDN a échoué, et l'avènement de l'ONU, chaque pays membre de l'ONU n'a pas obligation de pouvoir dire que je vais quitter l'ONU parce que tel pays il fait partie, tel pays il fait partie. L'ONU appartient à tous les pays. Ce n'est pas une exclusivité à des États. Donc les rapports sont universels, comme je l'ai dit. Donc les rapports nous appartiennent à nous tous également. Bien sûr. Attendez, donc on doit reconnaître également que l'organisation à laquelle nous tous nous appartenons, mais je ne sais pas. Également nous envoyons nos représentants siéger dans les différents organes. Nous devons reconnaître les rapports qui sont publiés. Mais si on estime que les rapports qui sont publiés par ces organisations sont des faussetés et qu'on ne doit pas prendre cela en compte parce que c'est un groupe d'Occidentaux qui ont pris cela comme le dit lui, ça veut dire que l'Organisation des Nations Unies ne nous appartient pas. Ça veut dire que ton raisonnement n'est pas droit. D'accord. Je reviens sur mes propos. Je le disais ainsi parce que je me dis que Samir a dit dans son développement qu'il faut que le Mali, pourquoi il est allé à l'ONU, il défendait ses idées, il devait quitter. Et c'est de là que je lui disais que non, quitter, non, parce que l'Organisation des Nations Unies appartient à chaque État membre. Et que ce n'est pas une exclusivité pour quiconque. Et donc, le fait de dire que le Mali doit quitter ou peut quitter, je pense qu'il a biaisé le débat. Je reviens aussi pour situer un point très important et qui n'est pas de moindre. Vous savez, lorsque un pays comme le Mali arrive à prendre une décision aussi importante, capitale, sur le plan de la sécurité de son pays en faisant virer les forces françaises sur son territoire et en se mettant en bras de fer contre une puissance que personne aujourd'hui ne peut nier. Je pense que tous les coups peuvent venir de n'importe où. Parce que la France a des amis. La France a des amis qui font frontière avec le Mali. La France a des amis qui peuvent, d'une manière, interpeller. Il ne faut pas oublier que la France est une puissance. Est-ce qu'on ne voit pas le malheur partout? Non. On a demandé à la France de partir. Disons-nous juste la vérité. Elle est partie. On sait que la France... Est-ce qu'un État qui est proche de la France, c'est un péché? Parce que ces raisonnements, on les a chaque fois. Apparemment, c'est un péché. C'est un péché pour on a l'impression que quand on est ami avec la France, c'est un péché. Pourquoi le Mali ne considère pas le Togo comme étant un ennemi? Ce n'est pas forcément un péché. Nous savons que... Pour le moment... Est-ce que le Togo fait frontière justement avec le Mali? Parce qu'on parle de pays frontaliers. Lorsque vous êtes un État et que vous jugez que ce pays, nous ne voulons plus faire route avec lui en termes de partenariat, c'est un droit. Et vous ne devez pas attirer la foudre sur vous. En dehors
des guerres ou bien de l'immixtion des États rejetés par le Mali en termes donc, de guerre, vous allez voir que il y a aussi cette guerre qu'on appelle la guerre informationnelle qui sont à l'encontre aussi de ces États qui est sombré. Et c'est ce que je vois aussi que nous sommes en train de développer. Moi, je trouve que le Mali est libre de faire ce qu'il fait et laissons le Mali suivre son cours. Il a parlé d'un point très important qu'il faut aussi relever. Chaque pays a en son sein des zones reculées, des zones où même manger est un problème. Peut-être que les gens n'ont pas eu la chance de voyager ou bien d'aller même dans les contrées les plus reculées du pays où vous allez voir aussi qu'il y a quand même des situations qui peuvent aller contre même où les groupes armés aussi ont pris possession, c'est ça? Non, Chaque pays a des zones reculées où il y a les services sociaux, où les groupes armés. J'ai fait une corrélation. J'ai fait une corrélation avec la présence des forces armées. Non seulement le Mali possède. Il ne faut pas que vous déplaciez le débat. Forcément des zones qu'il faut aussi voir en termes de développement. Chaque pays africain en a. Allez, et même dans ce pays, nous en avons aussi. On comprend vos positions. Voilà. Chers invités, on va filer donc au Togo avec Coup de grâce, un film inspiré de la vie politique africaine. Alors, c'est écrit et ce film est réalisé par le Togolais Steven Af. Alors, Sami Orosama, on vous retrouve. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce film qui parle de la vie politique africaine, une vie politique on ne peut plus riche d'ailleurs. Je pense que c'est un monsieur qui n'est plus présenté au Togolais. Steven Af, c'est une fierté nationale. C'est quelqu'un qui a cru en ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui a cru en ce qu'il faisait tout en le faisant avec passion. Au fil du temps, sa passion est devenue un métier pour lui. Et je pense que depuis 2001 ou 2002 qu'il a commencé, il a réalisé beaucoup de films, notamment Sherifa, Solim et quoi encore. Coup de grâce, il a dit que c'est un film qui a été inspiré des faits de société, qu'il a nommé le pays dans lequel ça se déroulait, ça s'appelle le Zougbeland et consorts. Après, nous avons vu comment est-ce que le scénario a véritablement été écrit par ce réalisateur-là, pétri de talent, qui a fait preuve d'une imagination exceptionnelle, qui a réuni dans le même film des acteurs de grande notoriété, des gens qui font leur premier pas et des célébrités également. C'est un chapeau qu'on devrait lui porter pour ce qu'il fait pour le cinéma togolais. Vous savez que le chef de l'État tient à ce que les jeunes puissent s'épanouir dans des domaines comme le cinéma. Et je pense que quand il tournait son film Sherifa, ou Solim, à un moment donné, il a bénéficié également de l'accompagnement des autorités togolaises. Lui-même, il a tenu à le dire. Par le passé, les autorités togolaises tiennent à ce que le cinéma s'éclore véritablement. Et cette vision-là, portée par le pays, a également justifié qu'on adopte un cadre juridique qui promeut le cinéma togolais. Et voir aujourd'hui Coup de grâce, réalisé par cet imminent réalisateur, qui véritablement a également coaché beaucoup de jeunes aujourd'hui et qui essaie lorsqu'il avance de faire avancer également des jeunes qui sont passionnés par le cinéma. Et j'ai jeté un coup d'œil sur la bande d'annonce. C'est vraiment exceptionnel. On ne dirait pas que ce film-là a été tourné en Afrique. C'est vraiment de haut standing. C'est à saluer. Et ça également donne l'image de ce que nous vivons en Afrique, des coups d'État par ici, des rivalités lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir et tout ça là, de la corruption, de détournement. Tous les mots que connaissent nos pays ont été mis en exergue dans ce chef-d'œuvre là. Et je pense que ce réalisateur là, Steven Af, je pense que ça a été déjà projeté en avant-première à Lomé à Kara. Il annonce également que ça va être projeté dans les universités, publiques du Togo. Il faut également qu'on l'accompagne véritablement. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on finance ce projet-là et que chaque Togolais puisse avoir accès à ce film-là à un moindre coût. Parce que c'est ça l'enjeu. Il ne faudrait pas aller seulement le suivre dans un cinéma ou le suivre dans un palais et tout ça là. Il faudrait aussi le suivre en famille au lieu de suivre les Nollywood et consorts. C'est de cela. New World également doit également payer pour avoir ce film-là et faire suivre cela à ses abonnés. C'est en cela que nous allons encourager
encourager le cinéma togolais qui est déjà porté depuis quelques années par les hautes autorités de ce pays, notamment le chef de l'État. Comme Samir l'a dit, le coup de grâce met en scène une première dame, par exemple, qui convoite le fauteuil présidentiel à tel point qu'elle en vient à fomenter l'assassinat de son époux. Alors, Joachim Talaké, c'est ce qu'on voit régulièrement en Afrique, hein. Même si on ne va pas dire qu'une première dame est allée assassiner son époux, il veut faire sortir les complots qu'on voit souvent en Afrique, hein, sur le plan politique bien sûr, pour aller chercher le fauteuil présidentiel. Oui, vous savez, il faut revenir beaucoup sur la personnalité de Steven. Ce jeune homme qui a été animé par une passion qui se voit concrétisée après 20 ans d'existence. Ce jeune homme, en le voyant, on sent quand même que il incarne une personnalité hors pair. Et dire qu'il vient du Togo, oui, il est togolais, cela m'a étonné de voir un jeune Togolais, en tout cas, hisser le Togo à un tel rang. Et il faut rappeler que dès notre enfance et tout, lorsque vous suivez des films, quand vous n'avez pas l'opportunité d'avoir peut-être New World TV ou Canal et tout, nous, il fallait suivre les films de Ibo. Et quand vous réalisez que vous revenez au pays, surtout au Togo, et que vous voyez le cinéma, vous allez vous rendre compte que peut-être que c'est à travers le sketch sur Radio Lomé, à travers certains sketchs, et la réalisation de films n'était pas encore ça. Alors, ici, le Togo a un tel rang, moi je trouve que c'est le bienvenu. Samir a développé un point qui me semble aussi très important avant de répondre à votre question. Ouais. C'est l'accompagnement. Vous savez, lorsque un travail est excellent, à travers des efforts personnels ou collectifs, je pense que l'État a l'obligation vraiment d'accompagner ces jeunes-là. Non seulement l'État, mais aussi des partenaires. Il y a même des gens qui peuvent soutenir à un niveau un peu plus élevé ce jeune homme-là, afin qu'il puisse continuer son travail et que nous puissions avoir sur l'échiquier mondial des longs métrages, comme ce qu'il nous a proposé, 105 minutes, pour que nous puissions avoir, en tout cas, quand on dit Dogwe par exemple, un blanc qui suit le film togolais, je pense qu'elle a déjà un nom qui est incarné. Dogwe, c'est la langue locale. Et je trouve que ça fait aussi, en quelque sorte, la promotion de notre culture. Alors, revenir sur donc, le contenu même du film proposé, vous savez, ils ont su développer une certaine philosophie politique qu'ils n'ont pas voulu, en tout cas, étaler sur la place publique. Mais en suivant de bout en bout ce film, vous allez voir qu'ils ont relaté que des faits purement africains. Qui se réalisent au fil du temps et en tout cas, au fur et à mesure que le pouvoir est incarné par les institutions. Et ceci étant dit, je crois que c'est l'idéal ici, c'est de tirer conséquence de ce qui est dit. C'est aussi cela qu'il faut remarquer. Vous savez, le film n'est pas que film. Il y a aussi, c'est des réalités traduites. À part, en tout cas, quelques films qu'on ne peut pas se sentir, qu'on peut dire que c'est purement de la fiction, de la science-fiction. Ce film est carrément une réalité traduite en réalisation. Et je trouve que les hommes politiques, de quel bord qu'ils soient, doivent s'inspirer de ce qui a été dit afin de pouvoir se méfier énormément lorsqu'on incarne un pouvoir politique et que lorsqu'on est en quelque sorte en position de force, savoir comment se tenir debout. Se méfier lorsqu'on incarne un pouvoir politique et surtout comment gérer le pouvoir, comment bien gouverner, parce que c'est à partir de ces carences que les gens, comme cette femme dont on parle dans le film, arrivent facilement à fomenter des coups contre le pouvoir. Oui, je pense que, comme les uns les autres l'ont dit, cette pièce-là, c'est une transposition exacte des réalités sociétales en Afrique que le monsieur il a essayé de transcrire, et ça prouve à combien de fois il n'y a pas de littérature est nihil, parce qu'on le dit souvent que l'écrivain
vit dans la société et que la société constitue justement sa source d'inspiration. Donc c'est ce que Steven nous a encore démontré. Donc c'est comme je le disais, c'est-à-dire que c'est un film aujourd'hui qui lève un petit coin de voix sur les stratégies meurtrières et rocambolesques de la cession au pouvoir en Afrique. Donc c'est cette personnalité-là, ou bien c'est ce personnage-là que, grâce à Kouavi, a justement incarné dans cette pièce-là, qui, avide du pouvoir, est arrivé justement à tuer tout son entourage, à tuer d'abord le président Sylvain, qui est son époux, malade ou bien frappé par le poids de l'âge, et puis les assassinats vont s'en suivre un peu partout. Donc on est justement dans cette logique-là, c'est ce qui se passe justement en Afrique. Je ne vais citer aucun pays, je ne citerai le nom d'aucun pays pour m'attirer encore de foot. Mais quand vous lisez, tout à l'heure, on a parlé de la Tunisie, on a parlé de l'Égypte, on a parlé du Mali et tout. Le vendredi, tu as reçu des confrères, vous avez parlé également d'autres pays, vous avez parlé de politique. Il suffit juste de faire une petite comparaison et vous allez donner raison à Stephen Haff. Donc c'est un peu ça. C'est loin pour moi l'idée de dire que c'est une fiction, je dirais que plutôt c'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est que ce sont des personnages qui ont changé. Des artistes qui ont joué le rôle de commissaire. Je veux parler de King Messan, l'ambassadeur de la musique togolaise, qui a joué le rôle de commissaire dans cette pièce-là. Donc il n'y a que ça. Sinon, en réalité, le fond, comme on le reconnaît tous, je pense que ce n'est que la réalité africaine. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous prenez le pouvoir, celui qui est au pouvoir, il sait d'abord ses propres intérêts et par ricochet les membres de sa famille, et on essaie de faire le service minimum à certains militants, c'est-à-dire que ceux qui vous ont aidé à venir, ceux qui vous ont aidé à accéder au pouvoir. Donc la pièce décrit tout cela. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je le dis, et ça ne rejoint que ce que disait le diplomate togolais, professeur Robert Doucet, qui disait que l'Afrique est malade de ses dirigeants. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites une étude comparée ou bien une critique littéraire, vous allez justement faire cette similitude-là. Et ça rejoint également ce que écrivait Sonny Lamboutansi dans Je suis signé cardiaque. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous voyez la pièce de Steve Haff, ça s'ouvre d'abord sur un journal télé qui évoque une crise. Qui évoque une crise dans un pays comme Zogbéland. Donc c'est un peu ça. Donc je crois que moi je ne peux que appeler d'abord à consommer ce produit-là. C'est-à-dire il nous revient aux Togolais de suivre le film. Le produit, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Quelqu'un l'a dit, c'est son 3e film. Et aujourd'hui, Stephen Haff, c'est une consécration. C'est le travail de du labeur et il fait la fierté du pays. Les leçons également à tirer pour la gouvernance de nos pays au niveau africain. Bon, je pense que la principale leçon à tirer, c'est que on ne vient pas au pouvoir par des voies obscures. Quand on veut le pouvoir, il faut vraiment mettre en place tous les atouts nécessaires pour pouvoir venir au pouvoir. Donc il faut respecter les tests du pays. Il faut toujours respecter. Il ne suffit pas d'être la première dame pour pouvoir convoiter le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas, comme quelqu'un le disait dans une chanson, ce n'est pas un tabouret public. Donc c'est vraiment des tests qui organisent les différents pouvoirs du pays. Je pense qu'au-delà de cette leçon-là, qui nous enseigne véritablement que pour venir au pouvoir, il ne faudrait pas passer par ces moyens-là, parce que ça risque de dégénérer. On a vu dans le film comment ça dégénère avec des assassinats et tout ça là. Et au final, je pense que c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui se revendique d'être le nouveau président et tout ça là. La première dame même qui a formaté le coup n'a pas vu la couleur du fauteuil et tout ça là. Donc, la deuxième leçon, ce qu'il faudrait aussi également se rendre compte que les différents maux qui minent nos différents pays, notamment les pays de l'Afrique, que ce soit la corruption, le détournement de deniers publics, et tous ces mots qui sont évoqués ne peuvent disparaître que par l'engagement de tout le monde.
Ce n'est pas seulement les gouvernants. Non. Nous qui les avons élus, nous devons aussi participer à ce que tous ces mots-là puissent s'éradiquer en commençant par jouer notre partition. Parce que si on attend que ceux qui sont, comme on le dit toujours, les gens pensent que le pouvoir c'est facile. Vous avez vu les exemples dans la sous-région. Vous avez vu au Burkina Faso, quand le gars est venu, incompétence notoire, il est parti par un coup d'État. Vous avez vu dans d'autres pays également comment ça s'est passé. Donc, que les gens arrêtent de penser. Je pense que c'est la principale leçon. Le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de luxe. Il faut également avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour gérer le pouvoir. Parce que la gestion d'un pouvoir, c'est pas la même chose comme on gère la famille, à la maison, ou on gère les copines, ou on gère les filles et tout ça là. C'est carrément une autre réalité. Et il faudrait également encourager ceux qui arrivent aujourd'hui à gérer et faire des critiques constructives. Faire des critiques constructives parce qu'on peut vous laisser là-bas, mais vous ne ferez pas grand-chose. On en a vu. Et peut-être que si dans un pays comme le Zogbaland, comme il le dit, on mettait la première dame, elle ne foutra absolument rien. Mais comme elle a en tête conquérir le pouvoir, elle veut aussi être présidente, comme on dit. Mais vous voyez, même son mari, elle était prête à assassiner son époux. Vous voyez comment l'être humain est en face des intérêts et tout ça là. En fait, je pense que c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Les intérêts qui guident l'homme à commettre un acte ou à poser un tel acte et tout ça là pour avoir le pouvoir. Non seulement le pouvoir dans la vie même, dans nos sociétés, dans nos entreprises. On sait à quel point les gens sont prêts à détruire l'autre pour prendre sa place. On sait à quel point on est prêt à aller raconter des choses sur notre personne parce qu'on est en train de vouloir sa place et tout ça là. Donc c'est des convoitises et des convoitises humaines, des rivalités qui ne disent pas leur nom, qui se passent non seulement au niveau de l'État, mais également dans nos familles, dans nos sociétés, dans l'administration publique, partout. Il y a de ce genre de comportement. Il faudrait véritablement qu'on prenne conscience de cela et qu'on évite que de tels actes puissent venir nuire aux relations humaines que nous entretenons. Alors, chers amis, j'espère que ce sont les mêmes leçons que vous tirez également de ce film intéressant du compatriote Stephen Affa. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Samir Ouro-Sama. Vous êtes juriste de formation, défenseur des droits de l'homme. Merci également aux deux journalistes, Joa Komite Alake, directeur de publication de Afrique Plume, et Louis Kamako, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Vous avez commencé la semaine avec nous. Merci infini à vous. Tout va bien, on espère. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.